L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, chapitre 2. Du plaisir et du vrai bonheur, suite. Eudoxe pensait que le plaisir est le souverain bien parce que nous voyons tous les êtres sans exception le désirer et le poursuivre, raisonnable ou déraisonnable. En toute chose, disait-il, ce qu'on préfère, le préférable est bon. Et ce qu'on préfère par-dessus tout est le meilleur de tout. Or ce fait incontestable, que tous les êtres sont entraînés vers le même objet, prouve assez que cet objet est souverainement bon pour tous, car chacun d'eux trouve ce qui lui est bon précisément comme il trouve sa nourriture. Ainsi donc, ce qui est bon pour tous et ce qui pour tous est un objet de désir est nécessairement de souverain bien. On croyait à ces théories à cause du caractère et de la vertu de l'auteur plutôt que pour leur vérité propre. Il passait pour un personnage d'une éminente sagesse et il semblait soutenir ses opinions, non pas comme un ami du plaisir, mais parce qu'il était sincèrement convaincu de leur vérité parfaite. L'exactitude de ces théories ne lui paraissait pas moins évidemment démontrée par la nature du principe contraire au plaisir. Citation. Ainsi la douleur, ajoutait-il, est en soi ce que fuient tous les êtres. Et par conséquent, le contraire de la douleur doit être recherché autant qu'on la fuit. Or, une chose est à rechercher par-dessus tout quand nous ne la recherchons ni par le moyen d'une autre, ni en vue d'une autre. Et tout le monde convient que la seule chose qui offre ces conditions, c'est le plaisir. Personne ne s'avise de demander à quelqu'un pourquoi il trouve du plaisir à ce qui le charme, parce qu'on pense que le plaisir est par lui-même une chose à rechercher. De plus, en venant s'ajouter à un autre bien quelconque, le plaisir ne fait que le rendre encore plus désirable. Par exemple, s'il vient se joindre à la probité et à la sagesse. Or, le bien ne peut s'augmenter ainsi que par le bien lui-même. Selon nous, tout ce que prouve ce dernier argument, c'est que le plaisir peut être compté parmi les biens. Mais il ne prouve pas que le plaisir soit à cet égard au-dessus d'un autre bien. Un bien, quel qu'il soit, est plus désirable quand il se joint à un autre que quand il est seul. C'est justement par ce raisonnement que Platon démontre que le plaisir n'est pas le souverain bien. La vie de plaisir, dit-il, est plus désirable avec la sagesse que sans la sagesse. Mais si le mélange de la sagesse et du plaisir est meilleur que le plaisir, il s'ensuit que le plaisir tout seul n'est pas le vrai bien. Car il n'est pas besoin qu'on n'ajoute rien au bien pour qu'il soit par lui-même plus désirable que tout le reste. Par conséquent, il est de toute évidence aussi que le souverain bien ne peut jamais être une chose qui devient plus désirable quand on la joint à l'un des autres biens en soi. Quel est parmi les biens celui qui remplit cette condition et dont nous autres hommes nous puissions jouir ? C'est là précisément la question. Soutenir comme on le fait que l'objet qui excite le désir de tous les êtres n'est pas un bien, c'est ne rien dire de sérieux, car ce que tout le monde pense doit, selon nous, être vrai. Et celui qui repousse cette croyance générale ne peut lui rien substituer qui lui soit plus croyable qu'elle. Si les êtres privés de raison étaient les seuls à désirer le plaisir, on n'aurait pas tort de prétendre que le plaisir n'est pas un bien. Mais comme les êtres raisonnables le désirent autant que les autres, que devient alors cette opinion ? Je ne nie pas d'ailleurs qu'il ne puisse y avoir dans les êtres même les plus dégradés quelque bon instinct physique qui, plus puissant qu'eux, se jette irrésistiblement vers le bien qui leur est spécialement propre. Il ne me semble pas non plus qu'on puisse approuver tout à fait l'objection qu'on oppose à l'argument tiré du contraire, car, répond-on à Eudoxe, de ce que la douleur est un mal, il ne s'ensuit pas du tout que le plaisir soit un bien. Le mal est aussi le contraire du mal, et de plus, tous les deux, le plaisir et la douleur peuvent être les contraires de ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Cette réponse n'est pas mauvaise, mais pourtant elle n'est pas absolument vraie en ce qui concerne précisément la question. En effet, si le plaisir et la douleur sont également des maux,
il faudrait également les fuir tous les deux. Ou bien s'ils sont indifférents, il ne faudrait ni les rechercher ni les fuir. Ou du moins, il faudrait les éviter ou les poursuivre au même titre. Mais en fait, on voit que tous les êtres fuient l'un comme un mal et recherchent l'autre comme un bien. Et c'est en ce sens qu'ils sont tous deux opposés. Mais ce n'est pas parce que le plaisir n'est pas compris dans la catégorie des qualités qu'il ne pourrait l'être non plus parmi les biens, car les actes de la vertu ne sont pas davantage des qualités permanentes, et le bonheur lui-même n'en est pas une. On ajoute que le bien est une chose finie et déterminée, tandis que le plaisir est indéterminé puisqu'il est susceptible de plus et de moins. Mais on peut répondre que, si c'est à cette mesure qu'on juge du plaisir, la même différence se représente pour la justice et pour toutes les autres vertus, relativement auxquelles évidemment on dit aussi, selon les cas, que les hommes possèdent plus ou moins telle ou telle qualité, tel ou tel mérite. Ainsi l'on est plus juste et l'on est plus courageux qu'un autre, on peut agir plus ou moins justement, se conduire avec plus ou moins de sagesse. Si l'on veut appliquer ceci exclusivement au plaisir, que ne va-t-on tout de suite à la vraie cause? Et que ne dit-on que parmi les plaisirs les uns sont sans mélange et que les autres sont mélangés? Qui empêche que, de même que la santé, chose finie et bien déterminée pourtant, est susceptible de plus et de moins, de plaisir ne le soit aussi de même? L'équilibre de la santé n'est pas identique dans tous les êtres. Bien plus, il n'est pas toujours pareil dans le même individu. La santé peut s'altérer et subsister même ainsi altérée jusqu'à un certain point, et elle peut fort bien différer plus en plus et en moins. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le plaisir? Tout en supposant que le souverain bien est quelque chose de parfait, et tout en admettant que les mouvements et les générations sont toujours choses imparfaites, on essaie néanmoins de démontrer que le plaisir est un mouvement et une génération. Mais on n'a point raison en ceci à ce qu'il semble. D'abord, le plaisir n'est pas non plus un mouvement comme on l'assure. Tout mouvement, on peut dire, a pour qualité propre la vitesse et la lenteur. Et si le mouvement en soi ne les a pas, par exemple le mouvement du monde, il les a du moins relativement à un autre mouvement. Mais rien de tout cela dans un sens ou dans l'autre ne s'applique au plaisir. On peut bien avoir joui vite du plaisir comme on peut s'être vite mis en colère, mais on ne jouit pas vite du plaisir actuel ni en soi, ni relativement à un autre, comme on marche plus vite, comme on grandit plus vite, ou comme on accomplit plus vite tous les autres mouvements de ce genre. On peut bien subir un changement rapide ou un changement lent pour passer au plaisir, mais l'acte du plaisir même ne saurait être rapide, et je veux dire qu'on ne peut jouir actuellement plus ou moins rapidement.